Donc tout ça pour dire que modulo modulo la preuve de ce théorème-là, et puis il faut être un tout petit peu plus soigneux que je vais l'être au tableau, mais moralement, on a bien envie de dire que j'étais parti de... Donc c'était E état que je calculais. Donc ce qu'on a envie de dire, c'est que la lim-inf, quand n tend vers l'infini, de E état va être plus grand que la limite quand n tend vers l'infini de somme de k égale 0 à grand N. Encore une fois, les sommes, bon, elles peuvent partir de petit n ou de 0, ça revient au même. De k sur n, E arc k sur n 0 de 1 fois la trace de gamma n k état. Donc j'espère que la notation est claire, hein, que E arc avec un petit a, ça veut dire E arc dans lequel le terme d'interaction a un poids petit a en face. Bon, bah là c'est fini parce que... Alors, par scaling, c'est-à-dire que l'énergie de Hartree, elle a quand même une propriété de scaling simple, c'est que cette somme-là, c'est la somme de E Hartree 0 avec le paramètre 1, c'est-à-dire mon E Hartree originel, sauf qu'il faut que je la prenne à masse K sur N. Trace gamma N K état. Et puis, ça, c'est pas très compliqué de voir que c'est une fonction continue de la masse K sur N. Et donc ça, par le lemme qu'on vient de démontrer, c'est une somme de K sur N, de K égale 0 à N, d'une fonction continue de K sur N fois trace gamma N K état. La limite de ça, c'est l'intégrale d mu U de la fonction, donc je ne remets pas le 1 parce que c'était la notation originelle, de norme qui R 1 moins norme qui R U au carré, et voilà. Donc c'est là que le petit lemme qu'on vient de démontrer intervient, c'est qu'on tombe exactement, si on fait bien les choses, sur une somme qui est de la forme qu'on avait dans le lemme. Et on peut passer à la limite et on obtient ça. Donc maintenant, je mets les deux bouts ensemble. J'ai calculé la lim-inf une borne inf à la lim-inf quand n tend vers l'infini de E qui est 1 pour le état. Ça, c'est plus grand. Alors, le terme en E qui, bon, vous l'avez peut-être oublié, mais du coup, je le réécris. C'était somme d mu U de E arc qui R U. Et puis, le terme en état, il me donne ce qui est juste au-dessus. E arc 0 de 1 moins norme qui R U au carré. Voilà, et puis là, maintenant je prends la lim-inf quand R tend vers l'infini. Quand R tend vers l'infini, qui est U va converger vers U. Donc là aussi, donc, si je prends encore une lim-inf qui est, c'est encore au tableau, là, je vous prends maintenant la lim-inf quand R tend vers l'infini. Et j'obtiens que lim-inf de l'énergie de départ En sur N est plus grande que l'intégrale d mu U fois E arc de U plus E arc 0 de 1 moins norme de U au carré. Ce qui est plus grand que... Donc c'est là qu'on a toute une série d'inégalités et qu'on va voir qu'on est dans le cas d'égalité de toutes ces inégalités. E arc de U, je le borne inférieurement par l'infimum à la masse de U, donc c'est somme de d mu U E arc V, alors oui, j'ai oublié de trimballer le V là. E arc V à masse norme de U au carré, plus E arc 0 à masse 1 moins norme de U au carré. Et maintenant, j'utilise l'inégalité de liaison. C'est que cette combinaison-là, je sais qu'elle est forcément plus grande que arc à masse 1. Donc c'est plus grand que l'intégrale d mu U, E arc à masse 1,
Puis mu, c'est une mesure de proba. Donc ça, c'est exactement égal à E R' à masse 1 dans le potentiel V. Donc ça donne la borne inférieure sur l'énergie. Et puis comme on avait déjà que la lim sup de ce ratio-là devait être plus petite que l'énergie de R', vous avez égalité ici. Donc il faut que la masse de U qui est vue par cette mesure de proba mu sature l'inégalité de liaison. Et vous avez aussi une égalité ici. Donc il faut que U, dans le support de mu, minimise E R' à sa propre masse. Donc ça conclut la preuve modulo ce théorème-là. Donc ce théorème-là, je ne vais pas faire tous les détails parce que c'est un peu plus simple. Ce qu'il faut observer, c'est qu'on s'est ramené, on était parti d'un cas où on avait un potentiel à un corps, et on s'est ramené à ce cas-là, 0, où il n'y a plus de potentiel à un corps. Donc ça, c'est une énergie qui est complètement invariante par translation. Donc, la partie équicontinuité, je ne vais pas en dire grand-chose, c'est vraiment technique. Là où il faut quand même avoir une idée de plus, c'est pour traiter complètement indépendamment de tout ce qu'on vient de faire, enfin quasiment complètement indépendamment de tout ce qu'on vient de faire, un cas complètement invariant par translation. Donc, c'est un théorème indépendant qui est le cas où le potentiel à un corps est nul. Bon, là, je ne remets pas le paramètre A, parce que le paramètre A, ça va être une constante fixée, donc ce n'est pas très important. Le théorème vous dit que quand le potentiel V est nul, vous avez aussi ce genre de choses. Cette convergence de l'énergie. Il faut le prouver indépendamment, et vous ne pouvez pas vraiment espérer mieux dans ce cas-là, parce que comme le potentiel à un corps est nul, vous ne pouvez pas vraiment espérer de convergence des sous-suites. Parce qu'en fait, a priori, on pourrait l'espérer à translation près, mais ça ne marche pas non plus, parce que vous avez un problème qui n'a plus de potentiel à un corps, qui n'a que des potentiels à deux corps, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui ne marche que sur le mouvement relatif de vos particules. Donc vous avez n particules, vous avez n-1 mouvements relatifs et un centre de masse. Vous pouvez espérer de la compacité dans les mouvements relatifs, mais dans le centre de masse, vous n'en aurez jamais. Donc autrement dit, vous pouvez avoir évanescence du centre de masse, donc ça veut dire que ce théorème-là, quand V est nul, n'impliquera pas une convergence des matrices densité. Alors comment on montre ça indépendamment de ce qu'on vient de faire? En fait, il faut observer que quand le potentiel à un corps est nul, on peut se ramener à un cas où on a compacité, en fait. Alors, comment on fait ça? Déjà, on va observer que le seul cas intéressant, qu'on a toujours ER'0 de 1 plus grand que lim sup de En sur n quand n tend vers l'infini. Donc ça, c'est juste le principe variationnel, et que ça, c'est forcément négatif. Parce que vous prenez de la masse, vous étalez complètement la masse, vous faites le bonhomme de neige qui fond dans le vocabulaire de Yves Meyer, et vous obtenez cette inégalité-là. Donc le seul cas non trivial à montrer, c'est quand cette lim sup-là est strictement négative. Donc le seul cas à regarder, le seul cas où il y a quelque chose à faire, c'est quand lim sup, quand n tend vers l'infini, du rapport de En sur n, je vais mettre un 0 pour rappeler que c'est le cas invariant par translation, est strictement négatif. Alors maintenant, si cette lim sup est strictement négative, ça veut dire que votre potentiel à deux corps a une partie négative suffisante pour lier des particules et obtenir une énergie négative. Et alors l'idée, c'est que quand vous regardez un cas où vous avez un potentiel à deux corps et un potentiel à un corps, les deux se combattent. C'est-à-dire qu'il y a le potentiel à deux corps qui va avoir une partie attractive pour vous faire de la compacité. Non, pardon, le potentiel à un corps a une partie attractive qui veut vous faire de la compacité. Et puis ce que vous cherchez à combattre, c'est la partie répulsive du potentiel à deux corps. Là, on n'a pas de potentiel à un corps, et on a un potentiel à deux corps qui est forcément au moins un peu attractif, vu que le cas qu'on doit regarder, c'est ça. Ben dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas à comparer deux trucs différents, vous avez juste un seul effet, et puis il faut voir que cet effet est suffisant pour lier des particules. Alors, il y a un lemme donc, qui est inspiré de méthodes de Libiao en 87, et puis un petit peu qui avait des précurseurs dans Lip-Thiering en 84.
Donc il vous dit la chose suivante, c'est que pour regarder cette énergie-là, je peux me ramener à regarder en fait une énergie différente. C'est-à-dire que je vais avoir un Hamiltonien Hn epsilon 0 qui a une somme de J égale 1 à N de moins delta J. Et ce que je fais, c'est que donc, vu que cette limite sup doit être strictement négative, ça veut dire que le potentiel W, si je l'écris W plus, moins W moins, où les deux sont positifs, donc ça c'est la partie négative, il faut que cette partie négative soit non nulle, sinon c'est pas possible d'avoir ça. Donc je prends un petit bout de cette partie négative. Et donc ça va être plutôt moins epsilon W moins xj. Et puis vu que je l'ai pris dans cette partie-là, il faut que je la retire dans la partie à deux corps. On somme sur les paires, comme d'habitude, de W de xi moins xj moins epsilon W moins plus epsilon W moins xi moins xj. Voilà, une parenthèse là, une là. Donc voilà le Hamiltonien. Ce Hamiltonien, il a une énergie En epsilon 0, E epsilon n. C'est l'énergie fondamentale, le bas du spectre de ce Hamiltonien-là. Et ce que dit le lemme, c'est que limite, quand n tend vers l'infini, de mon énergie originelle est plus grande que la limite, quand n tend vers l'infini, de... elle est peut-être même égale, en fait, mais on s'en fiche. E epsilon n sur grand N. Voilà. J'ai pris le Hamiltonien originel. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une partie du potentiel à deux corps et j'en ai fait un potentiel à un corps. Ça revient, en fait, grosso modo, c'est pour ça que je dis que c'est inspiré de Lip-Yao et Lipting, ça revient à retirer le centre de masse, en fait. Donc on ne peut pas espérer avoir compacité pour ce problème-là, mais ce problème-là qu'on a créé à partir de l'autre, lui, il va y avoir compacité. Pourquoi? Parce que c'est vraiment fait pour. C'est-à-dire que l'ennemi pour la compacité, c'est le potentiel à un corps qui n'est pas assez fort pour combattre ce potentiel-là. Mais là, vous voyez ce qui se passe, c'est que le potentiel à un corps, il est vraiment construit à partir de celui-là, et c'est vraiment fait pour que ça marche. Ce qui se passe, c'est que si des particules partent à l'infini pour ce problème-là, elles vont voir ce W où vous avez retiré une partie de la partie négative, donc elles vont voir un potentiel qui sera plus répulsif que le potentiel d'avant, alors que les parties qui restent piégées voient cette partie négative-là. Donc c'est toujours plus favorable pour ce problème-là d'avoir toutes les particules piégées. Donc je ne vais pas démontrer que c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a convergence forte des matrices densité pour ce problème-là, etc. Parce que c'est un peu fastidieux, quoi. L'idée est simple, mais il faut faire des petits calculs, quoi. Donc ce qui se passe, c'est que pour le problème, pour E 0 epsilon n, on a convergence forte des matrices densité. Et dans ce cas-là, on n'a pas à faire tout ce qu'on a fait dans le cas général avant, c'est-à-dire localiser, regarder le terme en qui, regarder le terme en état. On est devenu en convergence forte des matrices densité. Vous obtenez que E0 epsilon n sur n tend quand n vers l'infini vers une énergie E artri 0 epsilon n. Donc le epsilon, il ne joue pas le même rôle que le petit a d'avant, hein, mais je crois que vous voyez le rôle qu'il joue, c'est le poids de ce potentiel-là. Et puis après, vous prenez la limite quand epsilon tend vers 0, et assez clairement, ça va tendre quand epsilon tend vers 0 vers E artri 0, pardon, pas de n, de 1. De 1. Et puis vous utilisez cette inégalité-là qui vous complète la preuve de la borne inférieure qu'il fallait faire. Donc voilà, donc le seul truc à observer, c'est ce lemme-là, je ne vais pas l'écrire. Là, c'est vraiment juste un jeu d'écriture, hein. C'est vraiment juste dire que vous pouvez bouger un petit peu ce qui est dans le potentiel à deux corps, le mettre dans le potentiel à un corps. Vous pouvez dire que grosso modo, vous avez toutes vos particules s'attirent chacune, vous en choisissez une, disons la grande énième particule. Vous dites que toutes les particules sont attirées par celle-là, en plus entre elles.
Donc vous avez un Hamiltonien avec un potentiel à un corps, quelque chose que vous choisissez comme traité comme potentiel à un corps qui va dépendre de grand XL, mais tous les autres termes du Hamiltonien sont invariants par translation. Donc l'infimum de ce Hamiltonien-là ne dépendra pas de où est-ce que vous avez placé la particule que vous avez choisie comme référence. Donc voilà, donc détail dans les notes, montrer ce truc-là. Et la philosophie, c'est vraiment que quand vous n'avez pas à vous battre pour comparer les effets de deux potentiels différents, un corps et deux corps, vous avez convergence forte des matrices densité par un argument qu'on peut repiquer de la littérature avant. À l'origine, les Biao, ils avaient utilisé ce genre d'argument pour ce qu'on appelle les étoiles bosoniques, c'est-à-dire un truc où vous avez une énergie cinétique non pas moins laplacien, mais semi-relativiste, complètement invariant par translation, et puis des interactions gravitationnelles, donc Coulomb attractif. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on fait la même chose avec un potentiel général, mais c'est vraiment leur idée. Voilà, donc ça conclut la preuve de ce théorème, enfin du théorème général que j'ai énoncé en début de cours, qui est utiliser bien à fond le théorème du définitif faible, utiliser bien à fond que le théorème de définitif faible est lié de manière naturelle à ces notions de localisation dans l'espace de Fock. Et puis, disons, en un mot commençant, c'est mettre ensemble les idées de concentration de compacité où on sépare les choses en morceaux qui partent à l'infini, etc. Donc, autrement dit, on traite le cas de dichotomie dans la terminologie de Lyons et mixer ça avec des idées n-corps, c'est-à-dire espace de Fock, localisation, etc. Et puis la symétrie bosonique, qui est vraiment ce qui fait marcher le théorème de définitif. Voilà, donc là, ça conclut cette partie du cours. Et puis pour terminer, il reste environ une demi-heure, pour terminer, ce que je voudrais faire, c'est vous expliquer comment on peut dériver des fonctionnels de type Schrödinger non linéaire. Alors Arctris, c'est aussi Schrödinger non linéaire. Ce qu'on veut dire quand on dit Schrödinger non linéaire, c'est avec singularité locale. Donc ce qu'on va faire, est-ce que je garde ça? Non. Ce qu'on fait dans la fin de ce cours, c'est regarder comment on dérive un terme, une fonctionnelle d'énergie avec un terme en U puissance 4, au lieu de W convolué avec U carré fois U carré. Alors c'est un problème qui est un peu différent, parce que ce qu'on voudrait faire, c'est dire, on prend au niveau du Hamiltonien à n corps, on prend un delta à l'origine, on prend une interaction de contact. Et ça, n'est pas bien défini. C'est même hautement mal défini. Donc il faut être un tout petit peu plus subtil, et c'est ce qu'on va faire là. Et en fait, il va falloir traiter deux limites en même temps. Et c'est là qu'on va faire mentir Nicolas Godet, parce que c'est là qu'il va falloir faire des arguments quantitatifs et pas juste extraire des sous-suites. Alors, donc, maintenant, on veut dériver, à partir d'un Hamiltonien à n corps, une fonctionnelle que je vais appeler ENLS, pour non-linéaire Schrödinger, de U, qui est somme de gradient U2, plus VU2 comme avant. Et maintenant, le terme d'interaction, alors je vais lui mettre un petit a, vous allez voir pourquoi, sur 2, intégrale de U puissance 4. Donc autrement dit, une non-linéarité locale, où vous avez dit qu'avant, avant, on avait, donc pour la fonctionnelle de Hartree, on avait W convolé avec U carré fois U carré, et puis on dit W, maintenant c'est le delta à l'origine. Formellement, c'est ça qu'on dit. Alors pour faire ça, on va partir d'un Hamiltonien à n corps, comme d'habitude. Somme de j égale 1 à n. Donc la partie à 1 corps ne change pas. Ce qui va changer, c'est la partie à 2 corps. La partie à 2 corps, donc je la garde sous forme champ moyen. Mais ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rajoute un paramètre là-dedans qui va être la longueur caractéristique du potentiel. Donc j'ai un W, L, de xi moins xj, où L, ça va être une longueur. Oui. Et ce que je voudrais faire, c'est ce que je veux dire, c'est que je veux prendre un WL de x. Alors j'ai dit que L, c'était une longueur. Je ne suis pas très bon pour l'homogénéisation des formules, donc mes collègues physiciens ne seraient pas contents. L, ça va être 1 sur une longueur. Voilà.
L est 1 sur une longueur, sinon je vais m'embrouiller dans mes notations. Donc si j'ai envie de prendre ça, et j'ai envie de dire que quand L tend vers 0 là-dedans, ce truc-là doit converger vers l'intégrale de W fois la masse de delta de Dirac à l'origine. Donc modulo le fait que W soit un truc un petit peu régulier. Oui, non, L était bien une longueur. Non, L était bien l'inverse d'une longueur, donc c'est quand L tend vers l'infini. Voilà. Et donc, j'ai indiqué pourquoi on fait ça, c'est que on voudrait mettre directement WL égale delta 0 là, mais ce n'est pas du tout un opérateur bien défini. Sauf en 1D. En 1D, si petit d vaut 1, l'injection de Sobolev vous dit que ça serait bien défini. Mais en 2D, 3D, c'est pas la peine, ça ne sera jamais un Hamiltonien auto-adjoint. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça, et puis on a envie de dire, on a une énergie En sur N associée à ça. Elle converge quand N tend vers l'infini vers l'énergie R3 associée, qui converge quand L tend vers l'infini vers l'énergie NLS, parce que ce potentiel tend vers une masse de Dirac, quand L tend vers l'infini. Ou petit e NLS, c'est bien sûr l'infimum de ça, avec contrainte de masse égale 1. Donc on a envie de dire ça. Alors premièrement, ce n'est pas toujours vrai, que cette étape-là n'est pas toujours vraie. Et ensuite, ce n'est pas comme ça qu'on fait de la physique. C'est-à-dire que là, prendre la limite n vers l'infini, puis L tend vers l'infini, ce n'est pas ça qu'il faut faire, parce que ça ne vous donne aucun contrôle sur qu'est-ce qu'il faut que le potentiel satisfasse. Quelle doit être sa longueur caractéristique pour que les choses marchent bien. Donc un physicien mathématicien dirait que c'est bien gentil de faire ça, mais qu'on ne peut pas commuter les limites, donc ça ne sert pas à grand-chose. Là, en l'occurrence, de toute façon, la limite L tend vers l'infini n'est pas définie au niveau du problème à n corps, mais bon. Il y a quand même un petit problème de savoir à quelle vitesse il faut que L tende vers l'infini par rapport à n pour que ce genre de choses soit vrai. Donc, dans quel ordre j'avais décidé de dire les choses? Toc, toc. Oui, oui. Oui, donc c'est à peu près ce que je voulais dire sur comment on pose le problème. Donc maintenant, je vais dire ce que nous, on peut faire avec nos méthodes là-dessus, en commençant par donner les hypothèses ad hoc. Donc, pour ce genre de choses quantitatives, il faut qu'on oublie le cadre où V tend vers 0 à l'infini, où on prend un potentiel confinant, et on prend le potentiel typique qu'on a dans les expériences avec des atomes froids, qui confinent les particules au centre de RD. C'est-à-dire que je vais avoir les hypothèses. Donc les hypothèses sur W ne changent pas, mais je vais demander que V tend vers plus l'infini quand X tend vers plus l'infini. Et en fait, mes estimations vont dépendre de la façon dont V tend vers l'infini. C'est-à-dire que je vais demander que V à l'infini soit équivalent à une constante X puissance S quand X tend vers l'infini, et les estimations vont malheureusement dépendre de petit s. Donc c'est un cadre où, je l'avais expliqué au deuxième cours, si L est fixe, c'est un cadre où vous avez de la compacité pour le problème à n corps et tout marche très très facilement. Nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre L qui tend vers l'infini en même temps que n. Voilà. Ensuite, les hypothèses sur W. Là, on ne va pas se casser la tête parce que W, il est quand même destiné à tendre vers un delta à la fin. Donc on ne va pas s'embêter sur des hypothèses compliquées sur W. On va dire qu'il est borné. Il est toujours symétrique comme d'habitude. Il doit être dans L1 parce qu'à un moment, je vais vouloir définir son intégrale. Donc c'est plus pratique qu'il soit dans L1. Et puis il y a un truc un peu technique. Je vais demander aussi que X, W soit dans L1. Donc ça intervient quand vous voulez remplacer ce potentiel-là par un delta. Je suis à peu près sûr que ça peut se relaxer comme hypothèse. C'est sans doute pas très important, mais c'est confortable de faire ça. L'esprit, c'est comme on veut obtenir un delta à la limite, de toute façon, ça n'a pas vraiment de sens de se casser la tête sur les hypothèses du W. Il y a quand même un truc qui est important, c'est les hypothèses de est-ce qu'il est répulsif, est-ce qu'il est attractif, etc. Parce que ce qu'on s'attend à avoir, c'est une fonctionnelle NLS où le A, là, c'est l'intégrale de W.
Alors ça, l'intégrale de cette fonction NLS, ben, ça dépend de la dimension, les possibilités. Donc, je vais avoir une hypothèse en 1D. Donc en 1D, donc c'est petit d égale 1, rien d'autre. Rien d'autre parce que c'est un cas sous-critique, c'est-à-dire que le gradient U carré là, domine toujours la somme de U4 et le domine largement. Donc pas d'autre hypothèse. C'est-à-dire que W peut avoir le signe qu'il veut. Ensuite, alors je saute le cas 2D parce que c'est le plus subtil, et je passe au cas 3D. Alors, le cas 3D, là, c'est surcritique. C'est-à-dire que le somme de U4, si vous prenez un scaling d'une fonction qui se concentre quelque part, le somme de U4 va battre la somme de gradient U carré. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que si je veux avoir un infimum pour ça, il faut à minima que l'intégrale de W soit positive. Mais en fait, ça ne suffit pas. Ce qu'il va falloir, là, en 3D, il va falloir un vrai potentiel répulsif. Donc j'écris l'hypothèse optimale. Donc j'écris l'hypothèse optimale et je vais vous dire à quoi il faut penser après. Je suppose que somme de ρx, ρy, wx moins y est toujours positive. Donc pour tout ρ, L1 et somme de ρ égale 1, c'est pas important, mais bon. Tout ρ L1, positif. Parce que ρ, ça va être la densité de matière, ça va être un module de U au carré, et je demande que cette interaction de U au carré X, U carré Y soit toujours positif dans ce potentiel-là. Et alors, pourquoi on suppose... Alors, exemple, les exemples habituels, W positif, c'est OK. W Fourier positif, c'est OK aussi. Alors, pourquoi cette hypothèse-là? Parce qu'elle est nécessaire, parce que sinon, si ça, c'est pas vrai, donc si ça, c'est pas vrai, donc ce qu'on a, c'est que on peut voir facilement que mon En sur N va tendre vers moins l'infini. Ce qui est clair, c'est que le ER-tri, lui, va tendre vers moins l'infini, que le ENLS ne va pas être nécessairement bien posé. Et ça implique que l'énergie au niveau du problème à n-corps tend vers moins l'infini aussi. Et alors observez que même si l'intégrale de W est positive, c'est-à-dire que même si j'ai un fondamental pour ma fonctionnelle limite naturelle, c'est-à-dire si A est positive, si somme de W qui va valoir A est positive, j'ai un fondamental pour ça. Si je n'ai pas cette hypothèse-là, ce fondamental ne sera pas la limite du problème à n-corps. Voilà, et puis alors, le cas, donc ça c'était le cas sous-critique, sur-critique. Entre les deux, vous avez le cas 2D qui est critique, où là les hypothèses sont plus subtiles. Donc, H2D, je vous rappelle que ENLS, l'énergie NLS, elle a un fondamental pour A pas trop négatif. Et pas de fondamental, si je veux dire de minimiseur. Elle n'a pas de fondamental si A est strictement plus petit que moins étoile. Alors A étoile, c'est quoi là-dedans? C'est la norme L2 au carré de Q, où Q, c'est l'unique solution à translation près de cette équation dans H1 de R2. Et alors pourquoi c'est cette constante-là qui sort? C'est parce que cette constante-là, c'est la meilleure constante dans une inégalité d'interpolation. C'est la meilleure constante dans l'inégalité somme de U4 plus petit que C, somme de gradient U2, somme de U2. Donc ça, c'est une inégalité d'interpolation assez standard en 2D, qu'il existe une constante telle que ça soit vrai. Et puis, c'est un papier de Weinstein en 83 qui dit la meilleure constante, c'est la norme L2 de cette fonction-là. Et alors, j'ai dit le cas quand A est strictement plus grand que A étoile, A strictement plus petit que moins A étoile. Il y a le cas limite. Donc, je ne vais pas en parler parce que nos outils au niveau n-corps ne sont pas encore assez fins pour traiter ce cas-là. Le cas où A vaut A étoile, vous pouvez voir un papier de Maïda en 2010, un de Guo et Seiringer de l'an dernier.
où il regarde ce qui arrive aux suites minimisantes de ce problème-là quand A vaut exactement A étoile. Bon, ce qui se passe, c'est qu'elles se concentrent autour d'un minimum du potentiel. Donc elles explosent autour d'un minimum du potentiel avec un profil d'explosion qui est donné par ce Q-là, cette solution-là. Donc tout ça, ça vous dit qu'en 2D, il faut être un peu subtil, c'est que les hypothèses en 2D, alors elles vont être va être la suivante. Maintenant que j'ai rappelé ça, c'est que ce que je vais supposer en 2D, ce qu'il faut supposer, c'est, donc ça c'était un petit peu l'introduction, la vraie hypothèse qui est là, qui est héritée de ces faits-là, c'est que W, je l'écris comme d'habitude, W plus moins W moins. Et ce qu'il faut que je suppose, c'est que l'intégrale de W moins est strictement plus petit que A étoile. Alors pourquoi l'intégrale de la partie négative et pas l'intégrale du potentiel entier? Parce si on imagine qu'on va avoir une fonctionnelle limite où petit a vaut l'intégrale du potentiel. Donc on peut penser que c'est suffisant de demander que l'intégrale du potentiel soit telle qui est un fondamental pour l'énergie limite. Mais pour la même raison que dans ce cas-là, ça, c'est pas vrai. Parce que imaginez que vous ayez un potentiel. Donc ça, c'est la justification de pourquoi on met l'hypothèse sur W- et pas sur W. C'est que si vous avez un potentiel qui est de cette forme-là, ça c'est W, qu'il est très négatif à l'origine, puis positif, puis après il tend vers 0 à l'infini parce qu'il est 1. Mais si vous cherchez à concentrer des fonctions, c'est-à-dire que vous prenez des fonctions à n corps qui vivent où toutes les particules sont proches, les particules ne verront que cette partie-là. Elles ne verront que W-, et ça ne vous sert à rien d'avoir un W+, un peu plus loin. Donc on peut sans doute faire un petit peu plus optimal comme hypothèse que ça, c'est-à-dire pour exclure ce cas-là de manière un peu plus subtile. Mais bon, ça nous suffit largement, je pense, de dire somme de W- est strictement plus petit que A étoile. Donc ça, c'était les hypothèses sur le potentiel. Et puis maintenant, j'avais une longueur, enfin, 1 sur une longueur, que j'avais appelé grand L, qui va devoir satisfaire des hypothèses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer traiter n'importe quelle vitesse de convergence. C'est que je vais supposer, donc je vais prendre la notation standard, c'est que je vais l'hypothèse sur la longueur, sur 1 sur la longueur. Je vais dire que L, c'est n puissance 1 petit bêta, et 0, bêta est strictement positif pour que ça tende vers l'infini, et il doit être plus petit qu'un certain bêta 0 de D qui dépend de la dimension et de S, c'est-à-dire de la croissance du potentiel à l'infini. Alors bon, ça c'est un aspect un peu décevant de notre méthode, c'est que ce bêta 0, on peut le calculer, hein, il est calculé dans les notes. On peut le calculer, mais il est quand même trop petit, enfin, il est petit de manière un peu décevante. Mais bon, il en existe un, il est fixe, donc vous avez un potentiel qui converge avec un taux polynomial vers une masse de Dirac. Alors je voudrais quand même dire qu'on ne peut pas espérer prendre n'importe quel bêta pour ce genre de truc-là, parce que je voudrais rappeler des choses qui sont dues à Lipps-Heiringer et Ingvason. C'est que, en général, on discute ce qui se passe dans ces problèmes-là pour bêta entre 0 et 1. Alors, je le discute en 3D, parce qu'en 2D, c'est encore plus subtil. Alors, en 3D, si bêta vaut 0, bon, bah, c'est le cas champ moyen. Hein, c'est mean field, c'est CF, les 7 heures de cours qu'on vient de faire. Si bêta est strictement positif, mais strictement plus petit que 1, alors vous avez En sur n va converger. Alors en 3D et avec W positif, parce que c'est l'hypothèse que font Lipps-Heiringer et Ingvason, En sur n converge vers ENLS, où petit a, c'est-à-dire le potentiel, la partie, la force des interactions dans NLS, c'est bien l'intégrale de W. Dans le cas subtil, c'est que si bêta vaut 1, vous avez En sur n qui converge vers ENLS, mais maintenant avec A qui est alors 4pi ou 8pi ou 2pi ou quelque chose fois pi, fois ce qu'on appelle la longueur de diffusion de W, qui n'est pas l'intégrale.
Donc ce cas bêta égale 1 est beaucoup plus subtil. Et en fait, donc tout ça, il faut l'attribuer à Lipps-Eiringer et Ingvason, qui en fait, Lipps-Eiringer et Ingvason, pour des raisons physiques, se sont directement attaqués au cas bêta égale 1. Et il n'y a rien dans la littérature sur le cas, enfin, il y a pour les équations d'évolution, mais pas pour le fondamental, il n'y a rien pour ce cas-là. Mais les méthodes qu'ils ont inventées pour bêta égale 1, a fortiori, s'appliquent à ce cas plus facile-là. Alors la raison pour laquelle vous n'avez pas ce que vous vous attendiez, ce à quoi vous vous attendriez, c'est que quand bêta égale 1, je veux dire, quand vous êtes dans ce régime-là, Landsatz psi n égale U tenseur n, c'est OK, ça marche. Quand vous êtes ici, il faut être plus subtil, et ça c'est un truc quelque chose une observation qui remonte à Dyson dans les années 50 ou 60, c'est qu'il faut prendre un U tenseur n fois un facteur de Jastrow, c'est-à-dire quelque chose sur les paires de particules, f xi moins xj. Où ce f, là, il dépend de votre longueur. Et en fait, vous ne le voyez pas tellement dans la limite parce que vous obtenez quand même une fonctionnelle NLS et parce qu'il vit très proche des diagonales de votre espace de configuration. Mais il a quand même un effet, c'est qu'il vous transforme l'interaction à laquelle vous vous attendiez, c'est-à-dire A égale intégrale de W, il vous la transforme en A égale 4pi fois la longueur de diffusion. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de subtil, il faut faire attention. Et en fait, maintenant que ça me revient, la raison pour laquelle Lipps-Eiringer et Ingvason ont directement regardé ce cas-là, c'est que là, je parle d'un potentiel W régulier, mais si le potentiel d'interaction W est singulier, si par exemple il a un cœur dur, c'est-à-dire qu'il exclut les particules totalement d'une certaine distance, vous êtes toujours dans ce cas-là. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ont commencé par là. C'est que c'était la motivation, c'était aussi de traiter des potentiels de sphères dures. Nous on ne fait pas ça. Donc tout ça, c'était pour vous dire qu'on a eu une déconstruction sur bêta, que vous regarderez dans les notes, elle est un peu décevante, elle est un peu trop petite, mais on ne peut pas non plus espérer faire n'importe quoi sur bêta. C'est ce que nous, on fait du théorème de Definetti, donc on est toujours dans la situation où on va essayer d'approximer psi n par un U tenseur n. On n'arrivera pas, du moins pour l'instant, avec nos méthodes, on n'arrive pas à avoir ce genre d'ansatz, ce qui explique pourquoi il faut faire attention sur le bêta. Bon, alors maintenant, tout ceci étant dit, je peux énoncer le théorème. Donc, le papier n'est pas encore sorti, il sera sur Archive sous peu, mais c'est dans les notes. Donc, ce théorème vous dit... C'est à nouveau Levin, Nam et moi-même. Il vous dit que, sous les hypothèses d'avant, En sur N converge vers ENLS, donc avec un taux, donc il y a avec une estimation explicite que je n'écris pas, qui dépend de bêta, de D, de S, qui dépend de toutes les données du problème. Et puis, le deuxième point, c'est sans surprise comme avant. Donc, vous avez les matrices de densité réduite d'un minimiseur convergent. Là, on est dans un cadre compact, donc c'est toujours une convergence S1 fort, vers une intégrale d mu U, U tenseur petit n, U tenseur petit n, avec mu, c'est une mesure de proba sur l'ensemble des U dans la sphère de l'espace de Hilbert, qui minimise l'énergie NLS. Là, sans taux par contre. Parce qu'on peut faire des taux quantitatifs sur l'énergie, mais en l'absence d'hypothèse spécifique sur comment se comporte la fonctionnelle NLS en dehors de ces minimiseurs, c'est-à-dire comment elle croît quand vous vous éloignez d'un minimiseur, vous ne pouvez pas nécessairement convertir un taux de convergence sur l'énergie en un taux de convergence sur les états. Donc c'est juste là, juste convergence. Et puis le troisième point, c'est si un minimiseur unique, comme avant, si minimiseur unique à une phase constante près, gamma toute la suite, là c'était modulo sous-suite, je ne l'ai pas redit, mais là sans sous-suite, converge vers ce minimiseur UNLS tenseur n
U NLS tenseur N. Donc il ne reste plus énormément de temps, je vais juste pouvoir dire les idées principales de la preuve, je ne vais pas avoir le temps de faire les détails. Donc ce que je voudrais dire quand même, c'est que ce qui est vraiment intéressant, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ce théorème, au vu des articles de Lipps, Heiringer, Ingvason, donc ça commence en 98 et puis ça va jusqu'en 2006, où ils avaient traité un cas bêta beaucoup plus général. Alors quel est l'avantage? La méthode qu'on a est nouvelle, c'est-à-dire qu'elle est complètement différente de la leur. En 3D, par exemple, on fait des hypothèses un peu plus faibles sur le potentiel. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient besoin qu'il soit positif. Nous, on peut faire ça, un truc un petit peu plus faible, mais ce n'est pas très, très important. En 1D, c'est nouveau, mais ce n'est pas non plus spectaculaire, parce qu'en 1D, vous pourriez prendre le problème avec les interactions delta au niveau du Hamiltonien à n-core et traiter ce problème-là. Et en fait, c'est couvert par l'analyse que j'ai faite du cas champ moyen au début du cours. Donc la vraie nouveauté, donc le truc dont on est quand même un peu fier, c'est le 2D. C'est-à-dire c'est la dérivation de la fonctionnelle attractive en 2D. Si ça n'était pas connu avant. C'est-à-dire, grosso modo, tant que vous avez stabilité, par exemple, vous pouvez prendre un potentiel W qui est complètement négatif et d'intégrale plus petite que A étoile, tant que vous avez stabilité, le problème à n-core converge vers le NLS attractif 2D. C'est pour tout, non, c'est sous toutes ces hypothèses-là. Donc c'est sous bêta, strictement plus petite bêta 0, qui dépend de la dimension et de S. Et donc bêta égale 0, ça recouvre... Alors bêta égale 0, ça recouvre, sauf que là, il faut mettre ER3 au lieu de ENLS. D'accord? Là, j'ai mis bêta strictement positif parce que j'ai mis l'énergie locale. Mais donc en particulier, donc c'est ce que j'allais dire de toute façon, c'est que la méthode pour montrer ça, c'est premier temps. Bon, alors le truc toujours trivial, c'est que alors j'ai un ER3. Le ER3, ce que j'entends par ER3 ici, c'est une ER3 qui dépend de n. C'est-à-dire que j'ai une fonctionnelle de ER3 qui est de U, qui est somme de gradu 2 plus V module de U2 plus 1 demi intégrale de UX2 UY2 Wn de x moins y, je vais laisser tomber le L maintenant, ou Wn, c'est n puissance d bêta W de n point. Donc l'énergie de R3 qui dépend de n. Donc la première étape, c'est dire que l'énergie de R3, elle est plus grande que grand E n sur n, qui est plus grand que R3 moins un petit taux de 1 qu'on peut calculer et qui est quantitatif. C'est-à-dire que sans passer la limite, on obtient une estimation. Et donc là, ça c'est ta question, c'est que si je prends bêta égale 0, ce truc-là marche également et ça vous donne un taux quantitatif pour la convergence de l'énergie n-core vers l'énergie R3. Donc ça, c'est la première étape, c'est là qu'il faut des idées nouvelles. Et puis la deuxième étape, c'est maintenant ER3, dans les bons cas, c'est ENLS plus un autre petit taux de 1. Et en fait, pour cette première partie, les hypothèses sur le potentiel ne sont pas nécessaires, c'est-à-dire que ça va essentiellement toujours marcher d'avoir ces estimations quantitatives, mais c'est pour obtenir cette estimation-là qu'il faut des hypothèses sur le potentiel. C'est-à-dire que pour passer la limite, passer de ER3 à ENLS, il faut que le potentiel soit assez gentil pour qu'il n'y ait pas explosion. Voilà, donc c'est vraiment en deux temps, et c'est pour ça qu'on a des limitations sur bêta. Hein, c'est que pour ne pas en avoir, il faudrait faire tout en même temps. Donc ce que je vais, il reste même pas 10 minutes, donc je vais juste expliquer très rapidement comment on fait ça, parce que c'est la partie importante. Après ça, je pense que c'est le niveau d'un exercice de master, hein, c'est pas sorcier. Il faut juste prendre les bonnes inégalités dans le bon sens, et bon, à part l'inégalité de Weinstein qui est ici, toutes les autres inégalités, c'est des trucs vraiment standards, c'est Hölder, Sobolev, etc. Donc cette partie-là est relativement simple. Puis après, la partie convergence des états, il faut être un petit peu subtil parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de taux de convergence, donc il faut quand même extraire des sous-suites. Alors une fois qu'on sait, entre guillemets, intervertir les limites, on peut revenir à un cadre où on fait les limites les unes après les autres, et c'est comme ça qu'on obtient cette convergence. Donc c'est un peu vague ce que je dis, mais les détails sont dans les notes.
Et alors je voudrais juste, en 2 mots, dire comment on fait la première étape. Ben, j'avais annoncé, quand on avait fait la dernière fois la preuve du théorème de Definetti, qu'il y avait plusieurs étapes dans la preuve de ce théorème, et qu'il y en a une qui allait nous servir vraiment pour ça, c'est que comme il faut faire du quantitatif, il me faut un théorème de Definetti qui soit quantitatif. Et alors le théorème, donc je le rappelle, c'est celui qu'on l'avait vu la dernière fois, on avait vu une preuve. C'est un théorème de Christandel, Koenig, Mitchison et Renner. C'est un théorème c'est une version quantitative de Definetti, mais qui marche qu'en dimension finie. Donc c'est H, un espace de Hilbert, de dimension D. Alors D, c'est déjà autre chose. Disons, dimension... bon, les dimensions D quand même, j'arrive pas à trouver une autre idée. Donc H, un espace de dimension finie, gamma n, un état bosonique sur cet état, donc c'est sur cet espace, c'est-à-dire un état à n particules bosonique, donc un état de H tenseur n symétrique. Le théorème dit, il existe gamma tilde n. Et en fait, on a vu que ce il existe recouvre le fait qu'en fait, la preuve est constructive et qu'on sait écrire qui est gamma tilde n, qui est une combinaison convexe de projecteurs sur des états de Hartree U tenseur n, U tenseur n. Donc mu n, c'est une mesure de proba sur la sphère de l'espace de Hilbert. Et puis là où on fait du définitif quantitatif, c'est que si je prends la trace de la valeur absolue de gamma n, matrice densité réduite à petit n, moins gamma tilde n réduite petit n, c'est plus petit qu'une constante qui est petit n fois petit n d sur grand n. Alors nous, on avait fait la preuve et on avait obtenu une constante n fois d plus n sur grand n, mais j'avais expliqué qu'on peut travailler un peu plus, obtenir ça. De toute façon, nous, n vaudra 2, donc ce n'est pas très important. Donc c'est ça qu'on va utiliser, et pour utiliser ça, il faut se ramener à un cadre où on est en dimension finie. Effectivement, en dimension finie. Et c'est là que cette hypothèse-là sert. C'est là que le fait qu'on suppose que le potentiel tende vers l'infini et à l'infini sert. Alors, c'est pourquoi, parce que sous ces hypothèses-là, on a moins delta plus v, bah c'est, pour l'écrire de manière pompeuse, somme de k égale 0 à l'infini, de lambda k, disons, vk, où lambda k, c'est une suite qui tend vers l'infini, quand k tend vers l'infini. Donc je juste dis que moins delta plus v est un résolvante compact, donc il a un spectre discret et, qui tend vers l'infini. Bah donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer l'espace entre le bas du spectre de cet opérateur-là et puis le haut du spectre. Et puis ce qui est assez clair, c'est que pour les valeurs propres qui sont très grandes, bah, le minimiseur de problème à n-corps ne va pas vivre beaucoup sur ces valeurs propres, parce que ça lui coûterait énormément d'énergie de mettre des particules sur ces valeurs propres-là. Donc vous allez avoir un cutoff qui va vous dire à quel niveau vous voulez mettre vos particules, et puis on va travailler sur une décomposition de l'espace en fonction de ça. Donc on va avoir alors maintenant, vu que j'ai laissé tomber le L, je vais le reprendre pour noter le cutoff, pour que ça soit la même notation que dans les notes de cours. C'est que je vais décomposer l'espace en disant P-, ce sera somme de k égale 0 à grand NL de VK, c'est-à-dire, autrement dit, c'est le projecteur spectral associé à moins delta plus V, et c'est le projecteur spectral entre moins l'infini et grand L. Et j'ai appelé grand NL le nombre de valeurs propres de cet opérateur-là qui était sous la valeur grand L. Voilà. Et puis vous avez P+, qui est bien sûr
l'identité moins P-, donc qui est l'orthogonale de P-. Et ce qui se passe, ce qu'on va faire, c'est que l'espace de Hilbert ambiant, qui est L2, on va l'écrire comme étant P-H plus P plus H. Et en fait, maintenant, je n'ai pas le temps d'expliquer les détails, mais on a tous les outils pour bien discuter ce qui va se passer en fonction de combien de particules vivent là-dedans, combien de particules vivent là-dedans. C'est-à-dire qu'on a les outils de localisation, on a la localisation de l'espace de Fock, on va localiser avec P- et localiser avec P+, et ça va vous donner deux états qui vont apparaître dans la borne inférieure sous l'énergie comme on a fait avant, avec l'idée que là, ça c'est de dimension NL, donc en particulier c'est fini. Donc là on utilise le théorème qui est avant, définitive quantique. Le CKMR, c'est le truc quantitatif. Là, on ne sait pas dire grand-chose, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cutoff L assez grand pour dire que là, il y a peu de particules qui vont vivre. Donc la preuve, la façon dont elle marche est un tout petit peu plus subtile que ça. Il faut le faire de manière un peu plus propre, mais l'idée, c'est que là, il y a peu de particules qui vivent, donc ces trucs-là ne vont pas compter beaucoup dans la limite. Donc l'autre truc important, et je conclue là-dessus parce que c'est le dernier lemme qui entre dans cette preuve, c'est que l'erreur qu'on va faire en appliquant le théorème de Definetti dans cet espace-là va dépendre de la dimension de l'espace, de la dimension donc de grand NL. Et donc la dernière lemme, c'est pas une nouveauté, hein, c'est NL, c'est plus petit qu'une constante qui dépend d'un certain delta. L, alors je peux me tromper dans l'exposant, mais c'est pas bien grave. Plus D sur S, plus D sur 2, plus delta, pour tout delta positif, donc delta strictement positif, donc aussi petit que vous voulez, et en 3D, c'est aussi vrai pour delta égale 0. Et ça, c'est une inégalité semi-classique à la Twickle-Lie-Rosenblum. Donc je vais écorcher des noms, je m'excuse auprès de ceux dont j'écorche le nom si jamais ils regardent la vidéo. Donc ça, c'est une inégalité assez standard à la Twickle-Lie-Rosenblum qui vous dit que le nombre d'états propres que vous avez sous une certaine valeur d'énergie est donné par une estimation semi-classique. Et donc ça, c'est la valeur semi-classique du nombre d'états qu'il y a sous cette énergie-là. Donc je vous laisse vous en convaincre, puisque le temps se termine. Et c'est pour ça que nos estimations dépendent de S. C'est que c'est vraiment très clair en semi-classique que forcément le nombre d'états sous une certaine valeur d'énergie dépend de la façon dont le potentiel tend vers l'infini à l'infini. Donc voilà, je n'ai pas le temps de faire plus de détails, mais une fois qu'on a ça, qu'on sait faire cette estimation-là, et qu'on sait, donc on traite les particules dans P- avec Definetti, et puis celle-là, on fait une estimation très, très grossière où on dit que leur énergie par particule, c'est essentiellement plus grand que L. Après, il y a la dernière étape où vous optimisez en fonction de L. Et c'est cette optimisation en fonction de L qui vous donne le bêta 0 maximum que vous pouvez traiter. Voilà, donc je conclue là-dessus. Donc, moralité, il y avait quand même, dans la preuve du Definetti constructive, via cette approche-là, il y avait quand même un truc à récupérer, c'est-à-dire cette estimation quantitative en dimension finie, qu'on peut utiliser pour dériver des fonctionnels de type NLS. Voilà, et j'ai fini. Merci.